Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour, bienvenue à l'actualité économique du jour, au travers bien sûr de la lettre du président de la République Emmanuel Macron aux Français, avec toutes les questions, notamment celles qui concernent la fiscalité. On va donc très largement évoquer ce sujet-là. L'ISF ne devrait pas revoir le jour. Il n'est question que de baisse d'impôts dans les questions posées par le président de la République. À aucun moment on ne parle de hausse d'impôts. Et d'ailleurs, évidemment, se poseront des questions centrales sur le modèle de protection sociale que nous souhaitons conserver et que nous pouvons encore nous payer collectivement. Et puis nous allons également faire le compte-rendu du la 12e édition du baromètre des grandes entreprises réalisé par Eurogroupe Consulting en partenariat avec BFM Business. L'occasion de souffler un peu parce que le résultat de cette 12e édition est plutôt positif par rapport au climat du moment. Avec nous, Gilles Bonenfant, bonjour. Bienvenue, vous êtes le président d'Eurogroupe Consulting. Léonidas Kalogeropoulos, bonjour. Bonjour. PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique et délégué général de l'Open Internet Project. Et puis vous avez publié L'entrepreneurialisme ou les nouvelles lumières d'une France qui ose chez Fauve Édition. Et puis Christian Poyot, bonjour Christian. Bonjour Nicolas Dose. PDG de Micropole, société spécialisée en conseil, en ingénierie, en formation dans le domaine de la business intelligence, c'est ça ? Digital et data. Digital et data. La principale conclusion que l'on garde de ce baromètre, Gilles Bonenfant, alors je précise qu'il est réalisé auprès d'une centaine d'entreprises. Exactement. Si elle n'est pas que le CAC 40. Il n'y a pas que le CAC 40, SBF 120, puis des grandes entreprises familiales. Y compris non-cotées. Y compris non-cotées. D'accord. Et quelle est la conclusion que vous en tirez au regard de l'expérience que vous avez, puisque c'est déjà la 12e édition ? Eh bien, pas de catastrophisme, pardon. Les grands patrons, ce qu'on appelle les grands patrons, ont une vision de l'avenir avec un peu plus de sérénité que ce qu'on peut le voir au fil de l'actualité ces temps-ci. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait les projets qu'il fallait faire, ils ont les bases qu'il faut et qu'ils appréhendent l'année 2019. Alors dans un moment d'équilibrime, chaque année on donne une appellation à notre baromètre. Cette année c'est un peu l'équilibrime, oui, parce que notre baromètre c'est fait début décembre, donc on était dans un moment un petit peu entre deux, pour reprendre une expression du moment. Et voilà, est-ce qu'il y a un retour arrière sur des mesures fiscales ? Est-ce qu'il y a un retour arrière sur des sujets de réforme qui ont eu lieu ? Est-ce qu'on va continuer les réformes telles que les patrons les attendent ? Et l'optimisme qu'on est en train de mettre en avant au travers de cet indice est à peu près équivalent à celui qu'on avait en 2017. En 2018, il y a eu un 90% boom, on va dire, d'optimisme en 2018. une certaine euphorie globalement ambiante. On se retrouve dans des bases qui me semblent importantes, y compris sur des sujets tels que l'investissement. Et d'ailleurs, c'est ce que je vis au travers des clients d'Eurogroupe Consulting qu'on accompagne au jour le jour sur des projets d'envergure et des projets d'avenir. Alors, automatiquement, quand on évoque les grandes entreprises, on se dit qu'elles ont une activité très internationale, très hors de France, et que c'est peut-être ça qui justifie leur optimisme par rapport à des entreprises qui auraient une activité purement franco-française dans le monde dans lequel nous vivons depuis quelques semaines. Alors, les grandes entreprises qu'on est en train d'évoquer ont d'abord une activité française, européenne et puis internationale. Il faut arrêter un peu le mythe de 80% de l'activité se fait à l'international. Enfin, je crois qu'on est sur c'est pas le cas de toutes les entreprises. C'est pas le cas de toutes. Il y en a quelques-unes, c'est vrai, mais pas toutes. Et puis back to the basic, je veux dire, en France comme en Europe, on a matière à mettre en avant et pour vendre nos produits. D'ailleurs, notre balance du commerce extérieur irait mieux si on allait encore un peu plus sur ces sujets-là. Donc non, elles ont une volonté d'investir. D'ailleurs, c'était intéressant de voir les courbes équivalentes en France et à l'international. C'est l'indicateur qui décroche un tout petit peu. C'est l'indicateur sur le travail et sur l'embauche. Avant de faire réagir nos deux autres invités, je voulais avoir c'est vraiment le bémol. Ces difficultés de recrutement et probablement des perspectives d'embauche qui ne sont pas celles que l'on aurait pu imaginer. Alors je ne sais pas si c'est des difficultés. Je pense que l'effet loi travail, puisqu'on en parlait depuis maintenant un an, n'a pas encore eu l'effet escompté sur les employeurs, parce qu'il y a toujours une appréhension à embaucher. On reviendra peut-être tout à l'heure sur des réformes qui ont été engagées et sur lesquelles on attend un certain nombre de décrets d'application. Notre sujet, c'est l'adéquation entre la ressource disponible et la ressource nécessaire. Dans l'indice auquel vous faites référence, un des besoins forts, puisqu'il y a une croissance de 16 points, si je me souviens bien, par rapport à l'année dernière, c'est un recrutement de forces commerciales et de forces de vente. Donc on est dans un marché économique qui est de plus en plus tendu. On le voit chez nos clients. Et on a besoin, bien évidemment, d'avoir des forces commerciales, des forces de vente qui tiennent ces marchés. Les marchés à conquérir sont de plus en plus difficiles. On dira un mot aussi de la responsabilité sociale de l'entreprise, parce que là, la question m'a intéressé. Vous vous retrouvez, Christian Poyot, dans cette vision plutôt positive, 90% d'optimistes en 2018, 70% d'optimistes en 2019. Ce sont des chiffres qui viennent des dirigeants de grandes entreprises qui ne collent pas, c'est vrai, avec le climat global dans lequel nous vivons aujourd'hui. Oui, moi je m'y retrouve assez bien. Alors autant avec
avec ma casquette principale de Micropole que celle au MEDEF que j'exerce sur la transformation numérique. C'est-à-dire que le monde est incertain, mais enfin, il a été incertain, il est incertain, et je pense qu'il sera incertain demain. Ça va faire à peu près 200 millions qu'il est incertain, hein, grosso modo. Donc maintenant, est-ce qu'on est quand même dans une phase de dynamisme, de poursuite, d'ouverture des marchés, etc., qui est importante? Oui, donc si on raisonne de manière, en prospective, les grandes entreprises, au sens celui où ça a été exprimé, ont quand même une marge de manœuvre tout à fait importante. Alors elles sont face à des défis très très forts, hein. Le data et le digital, on en glissera peut-être un peu, moi je reviens du CES, c'est un enjeu très fort pour elles, donc elles doivent changer leur business model. Premier défi, digitalisation. Ah oui, c'est vraiment le sujet principal. Et cybersécurité, parce que les deux sont complètement liés de manière générale. Qui d'ailleurs sont pas finalement, sur la digitalisation, c'est pas spécialement un sujet technologique, c'est avant tout un sujet de conduite du changement. C'est-à-dire comment faire évoluer les organisations, comment faire évoluer les process et proposer nouvelles offres aux clients au sens large de manière générale. Donc elles sont face à de très forts défis, mais en même temps qui ouvre de très fortes perspectives. Donc moi, je suis tout à fait avec ça. Sur le sujet du recrutement, c'est un peu ambivalent parce que le problème principal des entreprises françaises reste en France le côté du recrutement, mais chercher à recruter, c'est-à-dire manque de ressources, si j'ose dire, ce qui est toujours assez effarant quand on voit les chiffres du chômage, bien évidemment. Ce que j'ai cru comprendre, c'est dans l'étude, là, il y avait peut-être par contre une incitation à embaucher, elle qui était un tout petit peu moins forte. C'est peut-être ça qui oui, en tout cas, la courbe France par rapport à la courbe internationale est un peu plus faible, sauf sur une population donnée, ce que j'ai éclairé tout à l'heure. Ce que vous évoquez, juste un mot sur le digital et sur les sujets humains d'organisation, je pense que c'est également très vrai sur la cybersécurité. D'ailleurs, sur la cybersécurité, bien évidemment, il faut mettre en place des outils technologiques, mais aussi il faut former les organisations et les hommes, puisque une étude récemment publiée faisait apparaître que 35% des problèmes qu'on rencontrait en cyber sont liés à des problèmes humains et organisationnels. Donc c'est des sujets sur lesquels Eurogroupe Consulting travaille également, tout simplement pour former les gens à cette nouvelle genre de menace qui est forte. Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que les entreprises ont une notion de bouger. On est face à un monde qui est, comme on vient de le dire, est très, très incertain sur certains sujets, mais en même temps, il y a une dynamique de faire évoluer les lignes, de faire bouger les organisations, d'être encore plus international, de nouer des partenariats, de la coopétition, etc. Donc il y a quand même un climat général des affaires qui reste tout à fait positif avec une logique d'investissement assez forte. Il y a des choses qui vont bien, Leonidas Kalogeroglu. Non, mais ça ne m'étonne pas. Non seulement ça ne m'étonne pas, mais de surcroît, je pense que c'est la véritable image et photographie de notre pays. Et je voudrais mettre les chiffres que vous révélez ce matin en parallèle de ceux qui ont été publiés la semaine dernière par Le Figaro dans une étude OpinionWay Cevipof, où on voyait qu'il y a une défiance collective des Français à l'égard d'à peu près toutes les institutions, mais en top premier choix des Français sur l'institution à laquelle il faut confiance, c'est l'entreprise. 78% à égalité avec les hôpitaux. Et je constate que ce 90% de confiance des entreprises par rapport à notre pays, à sa capacité à aller de l'avant, et la confiance des Français à l'égard des entreprises, se répondent l'un à l'autre. Et je pense qu'effectivement, au-delà de l'agitation qui envahit un peu le bruit de fond de notre pays, il y a des fondamentaux qui sont extrêmement positifs. Il y a véritablement la conscience que l'entreprise est le lieu de création des richesses et finalement une forme de bienveillance de l'ensemble de notre environnement vis-à-vis du tissu entrepreneurial. Alors après, il y a les débats, il y a la France, et finalement, c'est peut-être de l'étranger qu'il y a le meilleur regard sur nos agitations. Les gens disent, bon, c'est la France, on sait, ça s'agite, mais nous le savons aussi, parce que nous y habitons et nous connaissons notre pays. Finalement, ces fondamentaux sont très sains. C'est en tous les cas très encourageant, et je trouve qu'il y a une lame de fond très positive. Heureusement que c'est ici qu'on l'entend. S'il y a de l'agitation, c'est qu'il y a des réformes, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Enfin, je veux dire, après 30 ans ou 40 ans d'immobilisme... si vous nous dites que les effets des ordonnances Pénicaud ne sont pas encore visibles et pas encore perçus par les chefs d'entreprise, ça veut dire qu'il y a des réformes, mais qu'elles n'ont pas infusé. Tous les décrets d'application n'ont pas été publiés. Et puis, sur certains décrets d'application publiés, on voit bien qu'on est contesté aujourd'hui. On va en dire un mot, parce qu'il se passe des choses sur les barèmes. Mais néanmoins, il y a des choses qui se passent. Enfin, je veux dire, moi, je ne sais pas que je suis un éternel optimiste, c'est que je pense qu'il faut d'abord aller de l'avant. C'est peut-être d'autres caractères. De vrai, je le suis. Mais je suis parce que l'environnement dans lequel je vais m'amène à l'être. Travailler sur des projets positifs pour accompagner nos clients. Mais enfin, je crois que si justement il y a ce que vous évoquez à l'instant, c'est qu'il y a des choses qui se passent. La vraie question de l'équilibrisme de l'année 2018, c'est quand même, on est parti sur une année 2018 avec une forte inflation. On n'avait pas connu ça depuis
un certain temps. Donc, en fait, à la fois les réformes n'ont pas eu encore loisir d'être perçues par les citoyens. Une inflation combinée, enfin, je veux dire, on se retrouve à un moment en particulier. Enfin, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on continue les réformes? Est-ce qu'on les mène à bien? C'est ça le vrai sujet pour moi. Personne ne et c'est là où, en 2019, moi, je crois qu'on a un potentiel confiance qui s'appelle le tissu industriel des chefs d'entreprise qui font aussi tenir un pays. Et la bienveillance des Français à leur égard. Et la bienveillance des Français à leur égard. Gilles Bonenfant, on voit que 56% des entreprises sondées vont probablement verser la prime exceptionnelle qui va être défiscalisée par le gouvernement. Et visiblement, il ressort un essor du sentiment de responsabilité sociale de l'entreprise. Et ça semble un peu nouveau. Et probablement que c'est quelque chose qui a été conforté par le débat sur la loi Pacte et l'idée qu'on allait réécrire le Code civil. Oui, je crois que c'est plus large que ça. D'ailleurs, dans le baromètre qu'on publie, vous savez, il y a une notion de risque et une notion de défi. Un défi qui ressort à plus 16 points par rapport à l'année dernière, c'est sur le sens et sur la vision. La question, c'est finalement, est-ce qu'on embarque? Est-ce qu'on embarque nos collaborateurs? Là, je suis sur le domaine de l'entreprise. Mais demain, est-ce qu'on embarque nos citoyens dans les réformes qu'on est en train de conduire? De plus en plus d'entreprises qu'on accompagne font des consultations à l'intérieur des entreprises pour que justement les collaborateurs n'aient pas une approche top-down des réformes, mais beaucoup plus une approche où ils sont concernés, mobilisés. Et pourquoi le sens? Mais quand un certain nombre de grands industriels français ont besoin de recruter 4 000, 5 000 ingénieurs aujourd'hui, comment ils sont en compétition avec tout ce monde de start-up? Vous revenez du CES, moi je ne suis pas installé, j'y étais l'année dernière, mais on voit ce foisonnement-là. Et donc la question, c'est si on veut être compétitif par rapport à ces jeunes populations qu'on veut recruter, qu'on veut garder, qu'on veut former, eh bien, il faut donner un sens, une vision. Et les chefs d'entreprise, et ça c'est un élément qui me semble essentiel aujourd'hui, de plus en plus, vous savez, il y a 3-4 ans, je disais, le vrai sujet c'est la digitalisation, ça l'est toujours. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on est socialement et sociétalement responsable. Peut-être. Léonidas Kalogeropoulos, allez-y. Après, j'aimerais qu'on dise un mot des ordonnances, justement. Juste un mot sur cette prime. Vous savez que c'était Eti qui l'a proposée et qu'elle a été ensuite reprise par le monde politique et qui l'a installée. Mais cette prime, elle a été mûrie dans un contexte de tension extrêmement forte et par des entrepreneurs qui disent on ne peut pas rester en marge de ce qui se passe dans notre pays. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se soude très fort entre le tissu entrepreneurial et finalement l'opinion publique française. C'est une forme de patriotisme où on est attaché à notre pays et quand il est en situation de crise, on n'a pas besoin de loi pour que il y ait un mouvement spontané pour dire on prend notre part dans le maintien de cet équilibre. Et je pense que c'est un moment, d'ailleurs ce grand débat va peut-être y contribuer également, on en dira certainement un mot, eh bien de se reconcentrer un peu sur ce qui nous fait tenir ensemble et ce qui fait tenir ensemble nos entreprises avec nos collaborateurs. Donc finalement, ce qui se passe dans le pays, c'est un peu ce que vous décrivez dans vos entreprises et dans nos entreprises où on fait participer l'ensemble des parties prenantes au destin commun. Finalement, ce que fait Emmanuel Macron ce matin, c'est un peu le type de management que l'on développe dans nos entreprises. Il y a eu 3 décisions prud'homales au mois de décembre, entre le 13 décembre et le 21 décembre, dans l'Aude, dans la Somme et à Lyon, dans le Rhône, qui ont décidé de ne pas suivre les barèmes imposés par les ordonnances Pénicaud lors des licenciements et des passages devant les conseils prud'homaux. Et donc, ils se sont affranchis de la loi au nom de l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail de 1982 qui laisse la main au juge pour décider en termes d'indemnisation et également de l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 qui veut que tout salarié qui est licencié a droit à une indemnité. Christian Poyot, est-ce que vous vous dites que là, il y a peut-être une faille juridique que la loi n'a pas vu venir et que l'un des éléments centraux de ces ordonnances pourrait finalement juridiquement vaciller? Alors, reprenons, comme vous venez de le dire, que c'est déjà un des éléments central de la loi Pénicaud. Et c'est certainement la traduction la plus concrète que les entreprises ont pu voir sur le terrain. Donc il est extrêmement important que cet article de loi continue à s'appliquer de manière générale. Alors après, est-ce que du point de vue juridique, tout a été suffisamment bordé? Je ne suis pas un juriste de vol, je ne saurais pas l'affirmer. Par contre, il me semble évident que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça allait être contesté, puisque les prud'hommes ont des jugements qui sont, on va le dire clairement, plus souvent orientés vis-à-vis des employés, des salariés, que vis-à-vis du monde de l'entreprise. On l'a tous constaté, enfin les chefs d'entreprise autour de cette table ont déjà pu le contester. Donc qu'il y ait des contestations, somme toute, c'était encore une fois prévisible. On va voir ce que ça va donner derrière.
il y a quand même eu aussi à l'inverse des dizaines et des centaines de cas qui ont été traités dans le respect de la loi. Absolument, on revient sur ce sujet de l'OIT qui a déjà été mis en avant par pas mal de gens. Nous sommes une des seules nations européennes comparables qui applique ce sujet. Qu'il a signé. Les Allemands ne l'appliquent pas, les Anglais ne l'appliquent pas, bien évidemment. Et plusieurs fois, il était mis en avant qu'il fallait revenir sur cette décision d'une manière générale. Donc, je ne peux pas dire ce qui va se passer clairement sur ce point-là, mais c'est un sujet excessivement majeur pour sécuriser la relation avec les entreprises. Là aussi, encore une fois, on tombe dans le réalisme. Regardons en face ce qui se passe dans les autres pays, ce qui est comparable, et gardons les pieds sur terre. Donc, j'espère bien que cette décision des prud'hommes, qui maintenant va être en cours de cassation, va pouvoir revenir et être traitée de la manière qu'elle a été faite jusqu'à présent. C'est la Cour de cassation qui va trancher. Ça vous inquiète, Léonidas Calvé? Bien entendu. C'est un quasi fait divers, parce qu'effectivement, ce sont 3 décisions qui ne doivent pas faire oublier toutes celles qui ont été rendues dans le respect du barème des ordonnances. Non, mais c'est l'élément sécurisant. Encore une fois, le principe de cette réforme, c'était de dire, voilà, si ça se passe mal avec un collaborateur, c'est pas une tragédie, ça vous emmène pas dans l'inconnu, les choses sont plafonnées, et donc vous pouvez évaluer ce à quoi vous êtes exposé si ça se passe mal. C'était un élément fondamental, d'ailleurs un élément attendu de longue date, parce que dès qu'un chef d'entreprise se retrouve devant un véritable désastre économique à cause d'un prud'homme qui tourne mal, eh bien tout le tissu économique en entend parler, et on se dit, fichtre, qu'est-ce qui se passerait si ça m'arrivait demain matin? Donc le fait de le plafonner, c'est vraiment un élément fondamental dans la remise en route de la machine à embaucher. Donc le fait de commencer à avoir des jurisprudences qui écornent le principe, c'est effectivement la réintroduction de la certitude. Donc il est très urgent de border à nouveau ce cadre juridique. Est-ce qu'il faut pour autant, pour cela, dénoncer nos engagements auprès de l'OIT? C'est vrai qu'il faut faire attention aux engagements que l'on signe, et je suis toujours très attentif lorsqu'on dit on va signer des accords internationaux et ça n'aura aucune portée. Si ça n'a aucune portée, il n'y a aucune raison de les signer. Lorsqu'on les signe, ça a des conséquences. Et là, on en voit une. S'il faut dénoncer notre signature à l'OIT pour revenir à la maîtrise de notre souveraineté sur notre cadre de code de travail, eh bien, il faudra le faire. Ça va être compliqué, parce qu'il y a quand même des décisions prud'homales qui considèrent justement que le barème est en accord avec cet article 10 de la Convention 158. N'oublions pas que ça concerne surtout des petites entreprises, des petits entrepreneurs qui veulent embaucher. Les grands groupes ont les moyens de se payer les juristes et autres batteries qui permettent d'avancer d'une certaine façon. Mais le vrai sujet, c'est quand même les petits artisans ou les petites entreprises qui hésitent à embaucher 1 ou 2 personnes de plus et qui se disent, mais où je vais aller quand je vais être au prud'homme. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la loi travail, et ça, il faut à tout prix dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Ça repose la question de base. Enfin, je sais pas, qui gouverne ou qui décide des lois d'un pays? C'est bien la représentation nationale qui a été élue démocratiquement. Vous avez vu comme elle est fragilisée, cette représentation nationale, comme elle a du mal à soit on fait la négation, soit on dit ok, on n'est plus dans un système démocratique, soit on fait autre chose. Et vous voyez, ce genre de système, sans exagérer, je trouve que c'est antidémocratique. Des juges, ils ont été élus par qui? Par quoi? À quel titre prennent-ils des décisions? Excusez-moi, il y a des députés qui ont voté une loi, on applique la loi. Et c'est pas à des juges de revenir sur une décision de loi. Voilà. Bon. Pour l'instant, on n'a que 3 cas. On verra jusqu'où ça peut. Oui, mais c'est vrai, ça fragilise. Mais sur les éléments d'inquiétude, on parlait de fiscalité tout à l'heure, sur les sujets d'embauche, c'est un signe, c'est un signe faible qui peut faire mal. C'est clair. Un mot du CES avant de marquer une pause, parce que vous rentrez donc de Las Vegas. Alors traditionnellement, on se félicite de cette manifestation où généralement les Français brillent chaque année. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté, Christian Poyeux? Alors je vais essayer de faire court parce que le CES c'est très. Alors oui, les Français ont brillé. Pour le coup, on avait une French Tech qui regroupait quasiment toutes les startups françaises, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Il y avait quelques encore pôles isolés, mais enfin au moins ça donne une présence tout à fait forte. Il y a beaucoup de solutions intéressantes sur la partie retail, sur la solution médicale, sur la solution green tech. Après, pour faire très court, ce qui était passionnant, c'était le côté amplification de l'intelligence artificielle sur le côté reconnaissance vocale et reconnaissance faciale. C'est des choses qui ont vraiment beaucoup avancé. Donc à nouveau, les Google et Alexa omniprésents. J'ai vu une solution poussée par Alibaba de traduction en live entre un Chinois et quelqu'un de mes équipes, ce qui était assez impressionnant. Ça fonctionnait plutôt pas mal. À l'oral? Oui, tout à fait. Les gens parlaient. Et puis le chinois parlait chinois et le français parlait chinois. Vous aviez une traduction directe d'un niveau qui commençait à être tout à fait intéressant. Voilà. Sans contresens et sans formule alambiquée. Alors c'était. On n'est pas en train de faire une dissertation philosophique, mais sur des sujets de base qui fonctionnaient tout à fait bien. Et on le voyait, ça fonctionnait. Après, l'automobile aussi passionnant. On voit vraiment la rotation de l'industrie automobile qui va devenir une industrie de service, quoi. Et on va prendre une voiture non plus parce qu'elle a un moteur qui fait vroom vroom, mais parce qu'elle aura une qualité de service
service d'interface, d'écran, qui sera bonne, où elle livrera des produits, enfin, etc. Donc pour les très grosses sociétés automobiles, c'est vraiment à nouveau un renforcement de ce basculement très fort de leur business model. Ça, c'était assez passionnant et c'était peut-être le sujet le plus lourd dans tout le CES. On avait aussi pour la première fois des écrans souples qui se déroulaient, donc imaginez-vous un petit cube, et puis on voit l'écran qui se lève et puis qui peut redescendre. C'est assez amusant, puis c'est même, on se dit tiens, on verra bien ça dans son salon pour le coup. Enfin, des fois l'électronique, alors le 8K, 15K, 20K. C'est fini l'époque où on exposait la télévision. Voilà, mais l'écran souple, honnêtement, c'était assez sympathique. On a vu plein de choses sur la blockchain aussi qui avait bien progressé, assez peu finalement sur la 5G qui pour moi est une vraie révolution. Alors c'est vrai que c'est plutôt 2020, je pensais qu'il y aurait plus de choses, pas tellement de solutions de manière générale, mais enfin voilà. Peu de choses sur la cybersécurité, la protection des données, ça c'était assez flagrant. Bon, alors c'est pas tellement le biais du CES. Et puis pour finir, parce que je veux être court, on a encore une minute pour une très mauvaise nouvelle, vraiment ça j'ai trouvé ça absolument dramatique, ça m'a vraiment chagriné. J'ai vu une Harley Davidson électrique et ça franchement ça m'a quel bruit ça détruit. Vous l'avez entendu? Oui. Alors on pouvait avoir un casque qui simule le bruit de la Harley, et étant, sans parler de ma vie privée, un propriétaire de Harley, voir une Harley électrique, j'ai trouvé ça vraiment... j'aime beaucoup la Harley est consubstantielle à son vrombissement. Ce bruit, oui. Donc ça, c'était un peu... Voilà. Non, mais sinon, un CES qui était toujours aussi intéressant, une présence française très forte. On a essayé d'éviter de parler des Gilets jaunes, bien que les Américains, évidemment, nous ont un petit peu teasé sur le sujet. À nouveau, ça donne de toute façon une bouffée d'optimisme. Il y a plein de choses à faire, plein d'aventures à traiter. Cette technologie qui, en même temps, dans certains cas, une source de problèmes, c'est aussi une source de solutions. Comme je l'ai dit à l'instant, beaucoup de points aussi sur la partie green tech qui ouvre des perspectives très intéressantes. Une grande avancée, parce qu'on est sur un fanion français. L'année dernière, il y avait des fanions Occitanie. Voilà, donc ça c'est très bien. Truc que je trouve un petit peu dommage, moi, vu l'investissement et la valeur sur l'innovation qu'ont les entreprises françaises, c'est qu'à la fin du CES, on publie un classement des pays et on n'est toujours pas dans les champions de l'innovation, on est juste dans la catégorie en dessous. Et on peut se poser la question finalement quand est-ce qu'on va y arriver, quoi. Parce que dans les awards, il y a quand même vraiment beaucoup de Français qui sont... Oui, mais on travaille pas, on va pas chercher des points. Hein. Et la question, c'est finalement quel payback on a sur l'investissement que la France met pour accompagner ces entreprises sur place. En tout cas, alors on peut toujours contester parce qu'effectivement, les entreprises qui sont là-bas, une partie, c'est subventionné par les conseils, les CIC, très bien, mais ça marque. Vous arrivez dans l'Eureka Park, la French Tech, c'est omniprésent et je pense que ça contribue. Mais il faut aller au bout, il faut être champion. Une image de la France. Il faut être champion. On marque une pause. Dans un instant, on va s'intéresser à cette lettre d'Emmanuel Macron. Alors, le sujet économique dominant, évidemment, c'est la fiscalité. Du lundi au vendredi sur BFM Business, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Dès 6h, votre premier brief avant de partir travailler. L'actualité nationale et internationale, les entrepreneurs à suivre et les entreprises en croissance. Tout ce qui va faire bouger les marchés, les innovations marketing et technologiques. Good Morning Business, la seule matinale entièrement consacrée à l'économie. Une mise en lumière des initiatives positives et des réussites françaises. Good Morning Business, présenté par Stéphane Soumier, du lundi au vendredi, 6h-9h, sur BFM Business et sur RMC Story, canal 23 de la TNT. Tout le monde est là? J'ai besoin de vous sur l'appel d'offres. Je dois aller sur le site de production. Alors pour accéder à mes dossiers dans le train... Moi je pars chez le client. Et mais chez SFR Business, ils ont des outils qui nous permettent de travailler ensemble, même en déplacement. Ok, on part là-dessus. C'est super, on peut échanger à distance facilement. Et tu n'as même pas besoin de crier, c'est tout l'intérêt. SFR Business vous apporte les solutions pour développer l'agilité de votre entreprise. Appelez le 1030. SFR Business, votre entreprise en mode agile. Retrouvez BFM Business à la télévision, sur vos box fibres ou ADSL. Chez SFR, sur le canal 46. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Free, sur le canal 347. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. BFM Business est aussi disponible par satellite chez TNT Sat, FranceSat en 51 et Canal en 108. Regardez BFM Business sur bfmbusiness.com ou via l'application BFM Business. Découvrez tous les canaux de diffusion de BFM Business sur bfmbusiness.com. bfmbusiness.com. BFM Business, la télévision de l'info économique et financière.
On a toujours voulu que ça change. Et on ne sait plus quand ça a commencé. Mais ça y est, ça bouge. Avec le nucléaire et en doublant la part des énergies renouvelables, on peut ensemble produire une électricité plus faible en CO2. Devenons l'énergie qui change tout. Rejoignez-nous sur edf.fr. BFM Business, la France a tout pour réussir. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Gilles Bonenfant, il est président d'Eurogroupe Consulting à l'occasion de la publication du 12e baromètre de perspectives prévision des grandes entreprises françaises, des 100 plus grandes entreprises françaises dont BFM Business est partenaire. Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique, délégué général de l'Open Internet Project et qui a publié l'entrepreneurialisme chez Fauve Édition, et Christian Poyot, le PDG de Micropole et président du comité transformation numérique du MEDEF, avec qui on faisait le bilan du CES de Las Vegas. Je vais aller directement sur les questions de grand débat. Léonidas Kalogeropoulos, pensez-vous qu'on a un problème de justice et d'efficacité de l'impôt? La première question, c'est comment peut-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace? Non, je suis conscient qu'il y a ce focus sur la fiscalité, c'est une manière de dire on ne va pas esquiver la question. Je trouve en tous les cas que ce grand débat inaugure quelque chose d'inédit. Un grand débat, un pays qui organise en son sein un grand débat avec un ensemble de sujets comme cela pour sortir par le haut de 9 semaines de chaos. Je trouve que il n'y a que la France pour faire une chose pareille et pardonnez-moi de le dire avec fierté. D'accord. Je trouve que c'est fabuleux. Et je trouve que si notre pays est capable d'avoir ce débat avec dignité et avec dynamisme et avec toute la passion que nous savons mettre dans les sujets politiques, je pense qu'on sera sorti de cette séquence effectivement par le haut. C'est à nous, collectivement, de rétablir l'image de notre pays en montrant qu'on est capable de débattre et de débattre de manière constructive. Sur la question de la justice fiscale, alors peut-être deux choses que je voudrais souligner sur ces sujets. C'est d'abord que cette lettre soulève à peu près tous les sujets de tension qui traversent notre pays. Et tous d'ailleurs, les 35 questions les posent assez bien. Hein. Les posent de façon assez claire, avec des sous-questions. Donc l'ensemble de ces problèmes me semble ne pas devoir uniquement être abordé sous l'angle des lois et des réformes étatiques. Je pense que les entreprises, que les entrepreneurs ont beaucoup à dire, et même s'ils ne sont pas sollicités en tant que tels dans ce débat. Hein, mais ce sont des citoyens, et c'est là où je voulais en arriver, ce sont des citoyens, et c'est à nous, entrepreneurs, et l'ensemble des collectivités d'entrepreneurs, le mouvement patronal éthique, bien entendu le MEDEF, les juniors entreprises, collectivement, à nous emparer de ces sujets et à proposer des solutions d'entrepreneurs. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de touiller uniquement l'ensemble des sujets que l'on connaît sur baisser la TVA, augmenter l'ISF. Enfin, si c'est la seule Nulle part il est question d'augmenter un impôt. Nulle part pour l'instant il est question d'augmenter un impôt. La question qui est posée, c'est quel impôt faut-il, à vos yeux, baisser en priorité? Eh bien, elle est assez bonne cette question. Je trouve que la manière d'aborder ce sujet a été très habile de la part du président de la République, parce que finalement, il nous met devant une responsabilité collective, c'est-à-dire que collectivement, tous les Français considèrent que les impôts sont trop élevés, et plutôt que d'aller balancer la patate chaude sur le voisin ou une autre catégorie pour l'augmenter, il dit collectivement lesquels faut-il baisser, et pour cela, il en arrive bien entendu à la conclusion automatique, quelles sont les dépenses qu'il faut baisser. Je trouve qu'avant même que le débat ait commencé, la manière de poser ces questions est extrêmement pédagogique. Christian Poyot, elles sont bonnes les questions. Quels sont les impôts qu'il faut baisser prioritairement? Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires? Quels sont les services publics qu'il faut éventuellement supprimer car ils seraient dépassés ou qu'ils coûteraient trop cher et que leur utilité pourrait être sujette à caution? Alors, c'est un peu les questions qui auraient dû occuper CAP 2022, dont malheureusement on a relativement peu parlé. Mais... Non, je trouve effectivement que la lettre est très intéressante et bien tournée et pose bien le débat. Et c'est vrai qu'avant de faire un grand débat, il faut déjà faire une grande pédagogie, quoi, si j'ose dire. Hein. C'est un peu ça le sujet. À la limite, mais je comprends que c'est pas faisable. Il aurait fallu aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que on paye beaucoup d'impôts en France. Ça, tout le monde est bien d'accord là-dessus. Mais on paye beaucoup d'impôts. Pourquoi? Parce que en France, c'est le pays européen dans lequel on part à la retraite le plus tôt, dans lequel on travaille le moins par rapport aux autres, dans lequel la protection sociale est la plus forte, dans lequel l'éducation est gratuite. Donc
Ce qu'il faudrait rappeler à nos concitoyens, c'est qu'on paye des impôts, mais à côté de ça, on a quand même des avantages. Donc, il le rappelle, Philippe. Oui, mais encore une fois, je pense que le contexte est très difficile et je pense que comme toucher entreprise, moi, j'aime pas faire des critiques quand je suis pas en situation. Donc les yaka faucons, je pense que quand on est assis dans le fauteuil du président de la République, en ce moment, ça va être assez compliqué. De toute façon, à mon avis, c'est tout le temps compliqué. Donc je trouve la lettre très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que on dit souvent que on entend les gilets jaunes. Alors, les gilets jaunes, on ne sait pas trop qui c'est, mais enfin, on va dire qu'il y a quelques énergumènes, souvent qui est la télévision, on se défoule un peu, qui disent on nous dit pas la vérité. Mais si on dit la vérité, enfin, je considère qu'Emmanuel Macron dit la vérité aux Français en ce moment. Simplement, ils veulent pas écouter. Ils veulent pas écouter, encore une fois, du fait qu'on a une protection sociale qui est très très forte et donc ça génère des impôts. Parce que on parle de réduire les taxes et les impôts, mais ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, c'est encore une fois la protection sociale. C'est ça qui est notre différentiel le plus fort par rapport aux autres pays européens, d'accord ? En fait, donc, une des questions qu'on ne pouvait pas mettre, je suis tout à fait d'accord, c'est de dire mais est-ce que vous voulez qu'on garde la retraite où elle est actuellement ? Alors qu'en fait, il faut augmenter l'âge de départ à la retraite. Donc, arrêtons de dire en tout cas que les Français veulent de la vérité. Non, c'est pas vrai. Ils écoutent les politiques qui leur racontent des belles histoires et après, simplement, les belles histoires, comme en fait, c'est des gros mensonges, ça débouche sur les problèmes qu'on a aujourd'hui. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut sortir de ce sujet par le haut, comme ça a été dit à l'instant. Je trouve que cette lettre, effectivement, va dans le bon sens, fait de la pédagogie et le grand débat, simplement, la grande difficulté, ça va être de dire comment faire comprendre, faire admettre aux gens qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on ne peut pas dire en même temps je diminue les impôts et puis j'augmente plus de services. Là-dessus, et là aussi je rejoins ce qui a été dit, il est impératif que les chefs d'entreprise au sens large, quelle que soit l'organisation, participent au débat pour faire la pédagogie. On arrive à faire ce débat en entreprise, puisque en entreprise, on a très souvent le sujet de dire pourquoi on n'augmente pas les salaires et ça, oui, mais attendez, regardez, le produit, on le vend à temps et on a de la concurrence chinoise ou quoi que ce soit. Donc c'est au moins des discours qu'on arrive à avoir, y compris vis-à-vis des syndicats, à dire il y a une logique économique dans tout ça. On n'arrive pas à le faire au niveau du pays. Donc peut-être que ce grand débat va permettre d'avancer sur ce point-là. Encore une fois, prenons notre part à cette logique qui est bonne. Et encore une fois, ce courrier que moi je trouve tout à fait intéressant et qui va dans le bon sens. J'aimerais bien que vous me donniez quelques réponses précises aux questions précises qui sont posées quand même. Moi, je veux bien, allez-y. Alors je vais d'abord faire réagir Gilles Bonenfant sur l'État. Alors, je reste sur la question de la fiscalité. On ne va pas évoquer ici les questions qui sont purement politiques, qui sortent un petit peu du cadre de BFM Business. Comment vous accueillez cette lettre, Gilles Bonenfant, qui pose des vraies questions? Quels sont les impôts que l'on va baisser? Quelles sont les dépenses que l'on va rayer? Quel est le service public que nous voulons demain et comment on va le financer? La vraie question, la méga question, c'est quel modèle social et sociétal vous voulez? On l'a décliné derrière, mais quel modèle social ou sociétal vous voulez? Enfin, je veux dire, on est quand même un pays où il y a une redistribution très forte, il y a un modèle d'accompagnement très fort, et la question que se pose chaque citoyen français, c'est quelle est mon assiette fiscale, enfin, entreprise ou particulier, versus comment va le pays. Et donc, malheureusement, l'assiette fiscale augmente et l'éducation nationale s'est pas améliorée, la santé s'est pas forcément améliorée, l'état des routes s'est pas forcément amélioré. Donc, je pense que ce mouvement et la façon dont le président de la République est en train d'essayer de reprendre la main sur le mouvement, est en train de poser la question aux citoyens, mais quel modèle social vous voulez? Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on veut libéraliser, il y a toujours quelqu'un qui demande hop, il faut qu'on régule. Donc, on crée au niveau de l'État des commissions ou des instances qui régulent. Donc, la vraie question derrière tout ça, c'est ça. Alors, pour reprendre sur l'aspect fiscal et rentrer dans le détail. Moi, je regarde sur la fiscalité qui est un petit peu différent. Je pense qu'en France, on taxe beaucoup ce qui est immobile et on ne taxe pas assez ce qui est mobile. Et donc, si on a augmenté l'assiette de la fiscalité sur les entreprises, c'est-à-dire en fait toutes les très grandes entreprises qui ont la capacité à avoir des montages fiscaux un peu particuliers à l'étranger, qu'on revenait là où il y a la production, là où il y a les salariés, là où il y a les équipes, je pense que ça aurait un vrai sens. Mais on le dit pareil sur les fortunes. Alors, l'ISF, il y a quand même plusieurs tranches dans l'ISF. Il y a les très très grandes fortunes qui avaient la capacité à aller ailleurs. Est-ce qu'on les fait revenir? On les a fait revenir ou pas? Ça se mesure pas en 6 mois. Hein. Ça se mesure sur beaucoup plus que ça. Et pour moi, le vrai sujet, c'est pas forcément simplement les Français qui sont partis. C'est des investisseurs étrangers qui vont venir. Dans cette campagne sur l'ISF, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on n'a pas fait peur à des gens qui avaient compris que la France était en train de se réformer dans un truc où on pouvait être chef d'entreprise, on pouvait gagner de l'argent, on pouvait investir dans le pays, on pouvait recréer. Le monde des startups. Le monde des startups en France, c'est absolument extraordinaire. Tous ceux qui réussissent, enfin en tout cas ces derniers temps qui réussissaient, souvent ils étaient aidés pour réussir par des capitaux de notre société, par des avantages fiscaux ou des aides particulières. Puis d'un seul coup, ils vendaient, ils investissaient à l'étranger, parce que garder cet argent en France et réinvestir en France, c'était quand même un tout petit peu difficile. Donc si on veut que
la spirale soit positive à l'intérieur de notre hexagone, fabriquons les éléments qui permettent d'avoir cette distribution entre nous. Alors oui, il faut peut-être ajuster certaines tranches fiscales. La question, c'est est-ce que simplement 20% des Français qui payent l'impôt, c'est suffisant? Enfin, je veux dire, on peut se poser la question de l'assiette fiscale. Non, mais 20%, on a plus de 20% des... Que vous voulez dire quoi, là, Gilles Bonhoffant? Il y a très peu de Français qui sont payés. Ils payent les 80% d'impôts. Oui, on a presque la moitié des foyers qui payent l'impôt sur le revenu. Tous les foyers payent des impôts indirects comme la TVA, la CSG, les taxes sur les carburants. Oui, bien sûr. Et effectivement, sur cette moitié du pays qui paye l'impôt sur le revenu, 20% des contribuables à eux seuls apportent 80% de la recette. C'est pour bien qu'on a de la progressivité. Ce qui me fait le plus hurler, pour prendre un terme peut-être fort, mais je le tiens tout à fait, c'est on parle tout le temps d'injustice fiscale, mais enfin, il faut arrêter. On a vu combien de fois à la télévision, les gens, vous trouvez que vous payez trop d'impôts? Ok, vous payez de l'IRPP, enfin, vous payez l'impôt. Ah bah non, moi, j'en paye pas. Enfin, on est dans un pays dans lequel la redistribution avec le système fiscal est une des plus fortes, d'accord? Donc c'est dit d'ailleurs très clairement dans le courrier du président de la République. Commençons par ça. Enfin, arrêtons de dire qu'on a un système injuste. Mais on a toujours l'impression d'être dans un pays injuste. Mais c'est quand même n'importe quoi. Non, on est dans le pays. Mais non. On est aussi, prenons les classements en tant que tels. On est dans les pays comparables par rapport aux nôtres. On est dans celui dans lequel on est le moins inégalitaire. Alors après, est-ce que tout est parfait? Encore une fois, on vit dans un monde imparfait. On peut toujours améliorer les choses, mais regardons déjà la réalité et comparons-nous. C'est-à-dire que si on raisonne juste dans un monde absolu, évidemment. Voilà. Je voudrais être en contradiction avec ça. Non, voilà. Non, mais je le pose en sachant très bien d'où je parle. Et je suis vice-président d'un mouvement patronal et je pense qu'il y a des clés de voûte dans une société qui sont essentielles. Et lorsqu'ils ne sont pas là, après, peut-être que ça s'exprime de façon maladroite, dire c'est les impôts, c'est injuste. Mais il y a une clé de voûte qui est fondamentale, c'est que le travail doit payer. Mais ça, que lorsqu'on travaille... Oui, mais pardon Christian, c'est fondamental parce que ce que j'ai entendu, et je suis allé au contact pour l'entendre de près, c'est des gens qui travaillent et des gens qui ne vivent pas dignement en travaillant. Et qui ont le sentiment que d'autres gens ne travaillent pas, mais qu'ils vivent aussi bien, voire mieux que ceux qui travaillent. Cette sensation d'injustice-là, je pense qu'on ne doit pas passer à côté. Mais pardon, celle-là, elle n'est peut-être pas directement servie par des solutions fiscales, mais cette colère consistant à dire je travaille, je m'emploie à faire des efforts. Comme le président de la République l'a dit à 48 heures, il y a des gens qui ont perdu le sens des efforts. Des gens qui font des efforts, qui se lèvent le matin, et qui, à partir du 15-20 du mois, n'y arrivent plus. Moi, je pense qu'en tant que chef d'entreprise et en tant que responsable du monde entrepreneurial, et on est un certain nombre dans ce cas, nous devons entendre cette complainte-là. Soyons très clairs, ce que je dis est absolument pas contradictoire par rapport à ça. Je suis 100% par rapport à ça. On sait très bien quand on donne 1 euro à un collaborateur, en moyenne, l'entreprise en paye 2. D'accord? Et ça, les gens ne le voient pas. Donc, bien sûr qu'il faut. Mais là, c'est-à-dire que le fisc, la révolution fiscale ne doit pas tant se faire sur la révolution, elle doit se faire sur le côté social principalement, sur le coût du travail. C'est ça qui doit. Sur le coût des retraites. On est totalement d'accord, mais ce que je veux dire, il y a d'autres solutions, il y a d'autres réponses. Mais je pense qu'on passera à côté de l'intérêt de ce débat si on ne met pas au centre des tensions un certain nombre de sentiments de colère que je juge légitimes, et manifestement on est 2 ou 3 ou 4 à juger légitimes, et cette colère-là, elle exprime quelque chose qui ne va pas dans le pays. Comment on en est arrivé là? C'est intéressant peut-être historiquement, mais j'en sais rien, mais on y est. Il y a des gens qui travaillent 15 heures par jour et qui ne gagnent même pas le SMIC, notamment les agriculteurs. Exactement. Et que l'on ait un système de répartition dans lequel des agriculteurs qui nourrissent le pays, qui nourrissent toute la France, ne vivent pas dignement. Le problème, c'est pas en augmentant la fiscalité et en revenant sur l'ISF, on est bien d'accord. C'est à côté, on a des fonctionnaires de collectivités territoriales qui travaillent 32 heures, si ce n'est pas moins, et qui partent en retraite à 60 ans. Ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises réponses qui circulent qu'il ne faut pas poser les bonnes questions. Mais et cette bonne question est une bonne question. Le travail doit payer. Ça fait partie du consensus de notre pays. Pour autant, on est dans un pays où il y a une certaine justice fiscale, on ne peut pas dire le contraire. Et pour autant, il y a des vrais sujets qui sont remontés. Enfin, je veux dire, ce qu'on a évoqué, on le partage bien évidemment, mais il y a une autre question, c'est qu'on a quand même une dette. Et c'est quand même ça qui nous plombe le plus. C'est-à-dire que quand on regarde le coût de notre dette par rapport à nos impôts, aujourd'hui, je veux dire, voilà, donc à un moment donné, il y a une équation à trouver. Et donc, si on veut garder, et je fais partie des gens qui veulent garder le modèle social, la justice sociale qu'on a dans notre pays, et payer des impôts, c'est un élément de fierté, enfin, à titre personnel, c'est un élément de fierté. La question, c'est est-ce qu'ils sont bien utilisés? Et c'est un des points qui est évoqué par la lettre du président de la République, c'est finalement, est-ce qu'ils sont bien utilisés?
il faut en diminuer. Et dans la contrepartie des impôts, en particulier dans les services publics, qu'est-ce que vous voyez qu'on pourrait adapter ou qu'on pourrait faire évoluer? Et quand on regarde, il suffit de lire les rapports de la Cour des comptes. Je veux dire, on a une Bible sous le coude, chacun d'entre nous, c'est le rapport de la Cour des comptes chaque année. Et on voit quand même qu'il y a un certain nombre de gaspillages ou de leviers qu'on pourrait avoir dans l'usage des deniers publics. Enfin, avouez sincèrement, et je pense que nous le partageons, que le moteur principal de la création de richesse, c'est le travail et l'esprit d'entreprise, que le travail et l'esprit d'entreprise doivent payer. Bah oui. Et si on se donne ces deux éléments-là comme étant le socle d'une société prospère, voir des gens qui travaillent, qui ne sont pas convenablement payés, qui n'arrivent pas à s'en sortir avec leur travail, c'est un dysfonctionnement de notre société qu'il faut corriger. Je ne pense pas, pour vous dire la vérité, que ça passe par des recettes fiscales. Je ne le crois pas. Et je suis certainement pas favorable à ce qu'on rétablisse l'ISF. Mais en revanche, lorsqu'on a rétabli supprimé l'ISF, que l'on soit allé ponctionner de l'impôt ailleurs, et notamment chez les retraités ou dans la pompe des moteurs et des réservoirs de gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, je pense que c'est un hiatus. Enfin, il y a là une mauvaise réponse qui a été apportée. Moi, je suis 1000% d'accord avec ça. Et c'est d'ailleurs ce que cherche à faire le président de la République. Il est très clair là-dessus. Et le Premier ministre, en disant le travail doit payer, on fait toutes les mesures qu'on fait, vont dans ce sens-là. Même l'annonce des 10 milliards du mois de novembre, en fait, n'alourdit pas le coût du travail, simplement est une prime d'activité, donc pour les gens qui ont une activité. Donc je pense qu'on est 500% d'accord avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à côté? Alors, dans les réformes, si on met de côté il y a simplement quelque chose sur le millefeuille territorial, administratif, etc. Si on prend juste la région du Grand Paris, un jeu entre les communes, le Grand Paris, les départements, la région, etc. Là, il faut réduire tout ça. Simplement, c'est abouti à quoi? C'est-à-dire qu'il va falloir réduire le nombre de fonctionnaires. Il va falloir réduire le nombre de fonctionnaires. Il faut bien mesurer comment ça se traduit pratiquement, d'accord? Bon, et après, sur le côté... Le problème, c'est que les solutions, systématiquement, elles vont ouvrir de nouveaux débats. C'est quand même à un moment donné, il faut dire les choses. Mais là, dès que vous dites ça, alors là, on va réduire le nombre de fonctionnaires. Alors là, tout le monde se monte sur ses ergots. Et après, le vrai gros problème, encore une fois, on l'a dit il y a quelques instants, qui nous différencie par rapport à nos concurrents principaux, c'est le coût du social, d'une manière générale. Et un des points majeurs, il va falloir augmenter l'âge de départ à la retraite. Il va falloir augmenter l'âge de départ à la retraite. Or, on entend très souvent des gilets jaunes, encore une fois, j'ai apporté un commentaire il y a quelques instants, il faut revenir à 60 ans. Donc, si vous voulez... Ce qui est dommage dans ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a très certainement une partie de la colère qui est tout à fait justifiée. On l'a dit il y a quelques instants. C'est effectivement des gens qui travaillent beaucoup et qui, au final, n'ont pas un niveau de vie suffisant et ont du mal à boucler leur fin de mois. Donc ces gens-là, il faut les écouter, les comprendre, les aider et trouver des solutions. Et puis, il y a une partie des revendications qui sont complètement irréalistes ou qui sont dans un autre monde, ça devrait problème, qui refusent de voir la réalité et qui sont dans un monde, je ne sais pas, de bisounours qui ne voient pas les choses. Donc c'est très difficile de sortir de ça. Donc ce grand débat, moi j'espère surtout qu'avant tout qu'il va être un grand débat de pédagogie, d'explication. Ça va être compliqué, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable par rapport à ça. Mais essayons, et il est de notre responsabilité, là je pense qu'on sera tous d'accord, en tant que chef d'entreprise, organisation patronale ou citoyen, parce que nous aussi on fait partie du peuple, de participer à ce débat pour faire de la pédagogie. Mais il y a la gestion du temps. Gilles Bonenfant. Pour moi il y a la gestion du temps. Je veux dire, à quoi pensez-vous, Gilles Bonenfant? Je pense que pour mettre en place un pays qui pendant 30 ans a eu un certain immobilisme, il faut du temps. Donc, je veux dire, je suis désolé, alors je peux comprendre que tout ce que vous disiez à l'instant, je le partage, et c'est terrible qu'on puisse pas vivre honnêtement et réellement du fruit de son travail. Mais il faut du temps pour réformer un pays comme le nôtre, parce que on part de loin. Donc, ce que je disais sur la dette tout à l'heure est quand même catastrophique. Enfin, il faut que les gens réalisent. 43 milliards juste pour rembourser la dette. À quel point ça nous plombe. C'est aujourd'hui un montant historiquement faible par rapport à ce que pourrait nous coûter cette dette si on avait des taux d'intérêt augmentés. Mais ça fait 40 ans qu'on est shooté à la dépense publique. Il faut dire les choses. Alors, vous voyez, j'ai un auditeur qui écoute souvent et qui écrit souvent et qui m'écrit: notre pays est injuste, les aides sociales sont une farce. Allez vivre dans des régions pauvres avec le bac et vous verrez. Donc, il y a des gens qui considèrent que nous n'avons pas un fort niveau de redistribution en France, qu'il n'y a pas suffisamment de progressivité, probablement. Il faut regarder la réalité des choses. On confond deux choses, pardon. Allez-y, sur la réalité et la redistribution, enfin, c'est un fait. C'est un fait, voilà. C'est un fait. Et puis après, il y a un vrai sujet en France qui est Paris, les grandes villes et les territoires. C'est un autre sujet. Et probablement, pour l'auditeur que vous citez, il y a un vrai sujet dans ma zone d'achalandage. Est-ce que je suis capable, avec mon bac, de trouver du travail
travail baisse. Oui, pardon, je voudrais juste proposer, parce que c'est très compliqué en si peu de temps, mais si on a du temps, c'est plus précieux, mais il n'y a pas que les services publics et l'État qui peuvent apporter des réponses à tous les problèmes d'une société. Il y a aussi les entreprises et tous les défis comment dirais-je, d'isolement territorial, tout ce qui est le fait qu'il n'y a plus d'endroit pour se retrouver. Alors on peut y répondre par des services publics, mais tout ça sont des entreprises en puissance. Créer des liens pour désenclaver des régions, avoir des lieux de rencontre, avoir des lieux où on peut avoir et les banques et la poste et un café et des restaurants. Ça, ce sont des potentiels entrepreneuriaux et il faut peut-être que l'accompagnement à la création d'entreprises aille dans tous les villages et dans toutes les régions de France. Il n'y a pas que les services publics. Si on a 56% de notre richesse nationale qui est occupée par la dépense publique, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans notre pays, on se tourne vers l'État en disant que fait l'État, qu'on se tourne vers des entrepreneurs, qu'on y apporte des investisseurs, et je pense que notre pays peut apporter des réponses à quantité d'autres problèmes. Peut-être juste une précision pour finir, 400 milliards dans les comptes des Français qui ne sont pas dépensés, c'est autant d'argent, ça explose, hein. Jamais je crois on a eu autant d'argent dans les... Pensez aux liquidités qui sont actuellement figées sur les comptes courants. Il faut qu'on trouve les mécanismes pour investir des gens qui veulent entreprendre, pour répondre aux besoins qui sont plus proches de chez eux. Ils sont potentiellement la réponse aux problèmes qu'ils rencontrent. Pour répondre à la question de votre auditeur, moi je pense que le problème c'est pas tant de trouver qu'il ait des aides complémentaires, c'est de lui trouver un travail qui soit justement rémunéré, qui se le construise et qui lui permette de développer. Là aussi on tombe quand même sur un système bien français, dès qu'il y a un problème c'est l'État qui doit payer. Mais non, il faut laisser, comme ça a été dit, l'initiative et puis que le travail soit rémunéré. Effectivement, tout le monde doit pouvoir vivre justement et normalement de son travail. Mais le problème c'est ce que vous avez dit, Christian Poyot. À partir du moment où on fait un diagnostic à peu près clinique, que l'on considère qu'il y a effectivement des services publics qu'il faut réformer, voire supprimer, voire transformer, et que globalement ça passera par la dépense sociale, ça signifie que si on veut baisser le niveau des prélèvements obligatoires, il y a un moment où le modèle social dont Gilles Bonenfant faisait l'apologie sera forcément écorné à droite ou à gauche. Pardon, oui, mais bien sûr. Mais tout de même, non mais j'entends, mais néanmoins, si on se dit qu'à chaque fois qu'un citoyen prend des responsabilités d'initiative et entreprend une solution pour les problèmes qu'il a autour de chez lui, c'est autant de richesse en plus pour le pays, qu'on l'accompagne, et si on doit l'accompagner, les 35 milliards qu'on a investis dans les ronds-points qui ont totalement reconfiguré notre pays, 35 milliards de ronds-points, enfin c'est une aberration, c'est de la démence. Donc que l'on fasse un peu le diagnostic de ce type de dysfonctionnement, que l'on aille mettre l'argent que manifestement nous avons à accompagner des gens qui prennent de l'initiative, et probablement ça créera de la richesse collective. Oui, moi j'entends partout aussi le président est arrogant. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on dépensait un pognon de dingue. Il y a eu ça, il y a eu l'histoire, on traverse la rue. Mais à chaque fois, si vous raisonnez calmement et de manière très concrète, il a dit des vérités. D'accord ? Mais à chaque fois qu'on dit des vérités, là pour le coup c'est jugé comme étant arrogant parce que simplement on a le malheur de dire que pour un certain nombre de gens, effectivement, il faut traverser la rue pour trouver du boulot parce qu'on en recherche dans le domaine des cafetiers ou des choses comme ça. Donc c'est là le problème. Vous savez, le dernier dirigeant français qui a dit la vérité, c'est Raymond Barre, mais il s'est présenté, il n'a jamais été élu, d'accord ? Donc là on a effectivement un président qui cherche à dire la vérité, simplement c'est contesté. Alors je ne parle même pas des extrêmes politiques, de toute façon qui sont simplement à la surenchère et dans une tentative de prendre le pouvoir, mais une partie des Français ne sait pas écouter ce genre de choses. Donc profondons de ce débat pour faire de la pédagogie. Mais par rapport à l'auditeur, on est nous-mêmes arrogants, pardon de le dire comme ça. Quand on dit, parce que qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? D'abord, ça ne peut pas être que la sphère publique. On dit il y a de la justice sociale, et il y a de la justice sociale, et il y a de la justice fiscale au pays. Dès qu'on regarde les chiffres, on ne peut que démontrer ça. Donc, déjà, il y a le mauvais buzz autour. Et deux, on est en train de lui dire l'État ne peut pas tout faire, et on est en train de lui dire dans ta région, peut-être qu'il faut être un peu mobile aussi. Il faut peut-être un peu être entrepreneur et un peu mobile. Donc, et ça, vis-à-vis de cet auditeur, c'est inaudible. Enfin, en tout cas, en tant que chef d'entreprise, on peut avoir une logique, mais moi, c'est les mêmes qu'on retrouve, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, et qui disent voilà, moi j'ai envie de. Mais regardons ce qui se passe en Allemagne. Regardons la mobilité des cadres et des non-cadres en Allemagne pour trouver du boulot. Alors là, on tombe sur un sujet qui est le coût du logement. Ça, pour le coup, c'est un vrai problème aussi en France sur lequel il faudrait travailler. Parce que c'est vrai que pour des salariés, pas cadres d'ailleurs, trouver du logement est un vrai coût. C'est quand même la véritable explication entre les écarts de pouvoir d'achat France-Allemagne, c'est le logement. D'ailleurs, ce sont quand même des chiffres qui apparaissent très mal dans les niveaux d'inflation calculés par l'INSEE, ce qui est un vrai sujet aussi. Mais là encore, il y a des entreprises qui inventent des solutions pour avoir des résidences pour des jeunes
actifs et trouver des solutions adaptées. Et les entrepreneurs sont des pourvoyeurs de solutions à un nombre considérable de problèmes que nous avons, que chacun des problèmes que l'on a évoqués, et la liste est 3 fois plus longue que la lettre du président de la République, pour en faire des opportunités à des entreprises qui y répondent, c'est autant de richesses que l'on peut créer dans notre pays, pour dire que le potentiel est immense. Enfin, encore une fois, ça fait 40 ans d'immobilisme, donc là ça bouge, ça va dans le bon sens. J'allais dire, il fallait malheureusement pas s'attendre à ce que tout ça se déroule comme un chemin couvert de fleurs en tant que tel. Il y a un besoin d'explication, de pédagogie, de communication, et il ne faut pas s'illusionner non plus, c'est pas fin mars que tous les problèmes seront réglés, le temps, c'est aussi les mois qui viennent devant nous. Il faut avancer sur ce sujet-là, comme on essaye de le faire modestement sur la partie de BFM Business. Dernier sujet pour terminer, messieurs, je commence avec vous, Léonidas Kalogeropoulos, le risque de requalification en CDI de certaines activités où la Cour d'appel de Paris a jugé tout récemment, pour la première fois, qu'il y avait un lien de subordination entre un chauffeur Uber, en l'occurrence, et la plateforme, et du coup qu'il était en position de pouvoir se prévaloir d'un contrat de travail, alors qu'il était jusqu'ici auto-entrepreneur. Vous voyez bien ce que je veux dire. Je vois bien ce que vous voulez dire, et manifestement, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est quelle est la motivation de ceux qui ont introduit les recours. Et leur motivation n'est pas de dire, en tout cas la leur, il faut que l'on mette à bas le système de coopération entre des plateformes et des auto-entrepreneurs. Il est de dire que le lien qui existe entre les plateformes et les entrepreneurs ne peut pas dépasser un certain seuil. Au-delà de ce seuil, et notamment le fait de pouvoir retirer d'une plateforme tel chauffeur qui n'aurait pas donné satisfaction. Le fait ce qui s'était produit à l'origine de la plainte. À l'origine de la plainte. Et donc, finalement, la motivation, c'est de dire, nous, on est auto-entrepreneurs parce qu'on veut être nos propres patrons, on veut être indépendants. On travaille avec des plateformes, c'est une organisation qui nous convient, mais ne venez pas nous maîtriser et nous créer de la subordination, alors que justement on est entrepreneur parce qu'on n'en voulait pas. Alors ce juste équilibre-là, est-ce qu'il faut le laisser au juge ? Je pense que non. Et je pense que un certain nombre est d'accord. Le juge n'est pas en situation de dire voilà où doit être le curseur. Alors le juge vient avec ces décisions de montrer qu'il y avait une zone grise. À l'évidence, nous sommes à un moment. C'est la Cour d'appel quand même qui parle de faisceaux suffisants d'indices qui caractérisent un lien de subordination, pas simplement du fait que Uber avait mais nous allons avoir un autre problème, et c'est un problème que je juge. On a un certain nombre à juger essentiel, c'est la nécessité d'avoir un accompagnement social pour les auto-entrepreneurs, parce que quand on se lance à 20 ans auto-entrepreneur, c'est très bien, mais quand à 40 ans, on a constaté qu'on n'a pas fait les cotisations nécessaires pour pouvoir se soigner convenablement, soigner ses enfants et peut-être avoir préparé un peu sa retraite, il va falloir que l'on mette en place un certain type d'organisation, et l'organisation que l'on va mettre en place ne doit pas engendrer la requalification. Ok, Léonidas, on a presque fini. Si c'est pas le juge, qui s'en occupe ? Le législateur, forcément. Alors, le mot important qui a été prononcé, enfin comme les autres d'ailleurs, c'est le mot juste équilibre. C'est-à-dire que là, c'est un nouveau modèle, tout ça. Ça date d'il y a quelques mois, si j'ose dire. Bon. Donc il y a des exagérations, qu'il faut condamner, ça c'est clair. En même temps, il ne faut pas tuer le modèle, d'accord ? Donc on est tous en train d'apprendre collectivement pour voir quelle est la limite droite et quelle est la limite gauche. Ça doit être défini par qui au final ? On est en démocratie, une représentation nationale et des députés qui votent des lois, avec un tissu économique et social, que ce soit les salariés, les entreprises, les chefs d'entreprise, qui proposent des solutions. Donc c'est normal qu'on est en train de régler le balancier un petit peu à droite, un petit peu à gauche. C'est certainement pas au juge au final d'avoir la position. Mais trouvons le bon équilibre. Mais soyons clairs, il y a un juste équilibre à trouver. Encore une fois, il y a des exagérations aussi qui doivent être maîtrisées. Gilles Bonenfant aujourd'hui avec nous, Léonidas Kalogeropoulos, Christian Poyot. On se retrouve demain à 9h.